Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Je vous propose cette semaine de laisser de côté l'actualité pour nous intéresser à la place des femmes dans l'histoire avec un grand H et leur manque de visibilité. 2 d'entre elles viennent d'entrer au Panthéon, mais combien d'autres sont tombées dans les oubliettes? Pour en parler avec nous, Sophie Janinet, journaliste et membre du collectif féministe Georgette Sand, et Louis-Pascal Jacquemont, historien, membre de Mnémosyne, l'association pour l'histoire des femmes et du genre. Mnémosyne qui est la déesse de la mémoire. Sophie Janinet, je m'adresse à vous d'abord. Elles sont dorénavant 4 femmes au Panthéon, à côté de 71 hommes. Comment expliquer ce déséquilibre ? Ce déséquilibre, en fait, il s'explique par le départ, c'est-à-dire comment on enseigne l'histoire aux enfants et la façon dont les femmes sont toujours mises de côté. Eh bien, le fait qu'elles soient aussi très peu nombreuses au Panthéon, ça participe à cette idée générale, globalisée, qui est intégrée par tous, que les femmes n'ont pas autant participé à faire l'histoire avec un grand H que les hommes, ce qui n'est pas le cas. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une sorte de processus actif même pour les faire disparaître. Vous avez un Tumblr, en fait, votre association a un Tumblr qui s'appelle Les Invisibilisés et pas Les Invisibles, comme si on avait volontairement effacé la trace des femmes dans l'histoire. C'est ça l'idée ? C'est ça, c'est exactement ça. On a ressenti le besoin de créer cette espèce de néologisme parce que ces femmes-là n'étaient pas du tout invisibles à leur époque. Elles sont des grandes scientifiques, des grandes historiennes. Elles ont changé le domaine dans lequel elles travaillaient. Elles ont trouvé des évolutions incroyables. Et pourtant, quelques années plus tard, dans les manuels scolaires, elles ne sont pas là du tout, elles sont absentes. Et c'est pareil pour le Panthéon. Louis-Pascal Jacquemont, on a effacé la trace des héroïnes de l'histoire de France en particulier. Il y a eu un véritable processus actif pour les faire oublier. Je serais peut-être plus nuancé. Je ne pense pas qu'il y a eu un processus systématique d'effacement, mais il y a eu des périodes pendant lesquelles, pour des raisons politiques, on joue à tel ou tel effacement ou invisibilisation des femmes. Je prends 2 exemples. Au moment de la Révolution française, il est évident que les 2 premières années de la Révolution française se passent avec un concours très fort des femmes et un certain nombre de décisions qui pouvaient être prises. Et manifestement, à partir de 1791, le couperet tombe et on décide qu'elles n'ont plus voix au chapitre et que les hommes vont appliquer, imposer, et ce qui va progressivement les rendre invisibles, d'où aux lames de gouges qui, à la fois, est malheureusement guillotiné, mais réagit. Qui voulait les droits de l'homme et de la femme aussi. Qui a rédigé une déclaration des droits de la femme. Donc, elle essaye de s'imposer. Deuxième exemple, parce qu'il est très parlant, parce qu'il touche au panthéonisé actuel, c'est au moment de la Résistance. Les femmes concourent à la résistance, notamment à la résistance civile, très massivement. Elles jouent un rôle déterminant. À tel point d'ailleurs que c'est De Gaulle qui prend la décision de faire travailler à l'Assemblée d'Alger l'obtention par les femmes du droit de vote. Mais au moment de désigner les compagnons de la libération, sur 1068, il y a 6 femmes. Donc il y a bien à ce moment-là une volonté de créer un récit de la résistance, qui est un récit militaire. Donc on voit bien qu'il y a des alternances de différentes épisodes, avec des retours de bâton, de pouvoir ou de volonté de domination masculine à un moment donné, et d'expression politique de cette domination. Alors justement, dans la résistance, d'après les chiffres du gouvernement français, en tout cas, on dit que 20% des femmes étaient membres de la résistance, et 2 de ces résistantes sont entrées au Panthéon, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonius. Je vous propose de regarder leur portrait et on réagira après. Germaine Tillion, Geneviève Antonius de Gaulle, réunies toutes 2 au Panthéon. 2 destinées parallèles, 2 amies aussi, et tant de souvenirs en commun qui remontent à la guerre. Bonnier et Lafont, c'était une sale paire. Il travaillait pour la Gestapo. Donc le type qui nous a fait arrêter, qui était un indicateur de la Gestapo, qui avait sa fiche de paye, qui a été d'ailleurs arrêté et également exécuté. 1940, l'occupation allemande commence. Germaine a 33 ans, elle est ethnologue. Geneviève, 20 ans, est étudiante. Leur décision est immédiate. De ce moment-là, j'ai trouvé insupportable la défaite, l'acceptation de la défaite, l'armistice. Les 2 femmes entrent dans le réseau du Musée de l'Homme, puis à Défense de la France. Elles combattent dans les premiers mouvements de résistance. Je faisais partie d'ailleurs du comité directeur de Défense de la France. C'était indéniable que j'avais travaillé contre ces messieurs les Allemands. Ça, tu ne pouvais pas le nier. Distribution de journaux clandestins, renseignements, filières d'évasion, jusqu'à la catastrophe. Toutes les 2 sont victimes d'une trahison. Donc l'une est trahie par un agent infiltré et l'autre est une victime
de ce qu'on appelle la carlingue, à savoir la Gestapo française, cette mafia recrutée par l'ennemi pour traquer la résistance. Et toutes les deux vont se retrouver à Ravensbrück. Ravensbrück, au nord de Berlin, principal camp de concentration pour les femmes, 150 000 de toutes nationalités, réduites en esclavage. Mais Germaine Tillon, en bonne scientifique, a le courage d'analyser de l'intérieur le système concentrationnaire. Lorsque j'ai compris comment marchait la mécanique économique, comment fonctionnait l'exploitation dont nous étions victimes, à ce moment-là, j'ai essayé de l'expliquer avec les chiffres à mes camarades. Elle aura même l'audace d'écrire dans le camp une opérette sur Ravensbrück qui ose évoquer avec ironie le corps des femmes déportées. Blanche rondeur au contour délicieux, les païens sont un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, leur physionomie particulière. Au retour des camps, en France, les bidonvilles des années 50, Geneviève Antonios de Gaulle va s'engager au service des plus pauvres en tirant parti de son expérience de déportée. C'est l'odeur de la misère. L'odeur de la misère, on ne peut plus jamais l'oublier. C'est celle que nous avions sur nous à Ravensbrück. L'odeur des corps qui ne peuvent pas se laver, dont le linge ne sèche jamais. Ça m'a confirmé dans un sentiment profond de solidarité avec ces familles. Déjà dans les taudis, c'est déjà pas pour ça. Nous, on n'a pas le droit de rien. Très croyante, Geneviève sera ainsi présidente d'ATD Quart Monde pendant plus de 30 ans. Ces mêmes années, sa camarade Germaine, humaniste athée, poursuit inlassable son travail d'ethnologue. Le destin parallèle des deux résistantes se termine ici, sous le dôme du Panthéon. Il y est écrit « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ». Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Sophie Janinet, quelle serait la prochaine étape? Est-ce qu'il faut d'ailleurs changer cette inscription et dire aux grands hommes et aux grandes femmes, ou bien aux grands humains? Exactement. Tous les deux, vous êtes... Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Sophie Janinet, peut-être d'abord. Oui, mais je pense qu'effectivement, aux grands humains, ce serait une bonne chose. Mais bien sûr, ça aurait encore plus de sens s'il y avait plus de femmes au Panthéon. Hein. Là, étant donné qu'il n'y en aura toujours que 4. C'est bien. Encore une fois, ce geste est très fort, très symbolique, qui a eu lieu en début de semaine. C'est une très bonne chose, mais ce n'est que le début, j'espère. Et quand il y aura plus de femmes au Panthéon, alors la question ne se posera plus. J'espère que ce sera juste du bon sens. Qui pourrait rentrer au Panthéon, d'après vous? En restant dans la résistance, je suis surpris, par exemple, que Marie-Madeleine Fourcade, qui était chef de réseau, et une des rares femmes chefs de réseau, ne soit pas encore entrée au Panthéon. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose. La République ritualise les entrées au Panthéon, mais il y a toujours un problème des femmes avec le pouvoir. Et donc, celles qui y sont entrées sont celles qui, effectivement, étaient aux marges du pouvoir, n'étaient jamais dans un exercice. Bon, on n'a pas fait entrer les 3 ministres de Léon Blum, qui, effectivement, avaient été appelés à exercer du pouvoir, que ce soit Irène Joliot-Curie à la recherche scientifique, que ce soit Cécile Brunschwig ou Suzanne Lacorre. Je pense que ça aurait été symbolique aussi de la place des femmes dans le pouvoir politique. Et par rapport au pouvoir, on voit bien que là, on a l'impression de buter. Une autre politique, c'est Olympe de Gouges aussi, qui avait toute sa place. Olympe de Gouges, en plus, donc, quand on parle sur notre Tumblr d'un processus d'invisibilisation, c'est-à-dire que quand on parle des femmes, on ne dit qu'une partie de ce qu'elles ont fait. Olympe de Gouges, tout le monde, tous ceux qui la connaissent pour le droit des femmes et des citoyennes. Est-ce que beaucoup de gens savent à quel point elle a milité, non seulement pour le divorce, pour la création des maternités, etc., mais aussi pour des droits qui concernent tout le monde, comme effectivement contre l'esclavage, mais aussi elle voulait créer des foyers pour les sans-abri, notamment à l'approche du grand hiver de 1788-1789. Elle voulait créer des ateliers pour les chômeurs. Toutes ces idées, c'est très précurseur. Hein, et on ne l'évoque jamais parce qu'on reste cantonné sur son rôle de féministe. Alors peut-être en mot de conclusion, que faut-il faire pour mieux rendre plus visibles les femmes dans l'histoire? Éduquer les garçons et éduquer les filles égalitairement, mais éduquer beaucoup les garçons, parce que finalement, c'est eux qui détiennent un peu la clé de la suite. Bien sûr. Et si on prend le budget de l'éducation nationale, il y a quand même plus de la moitié du budget qui est consacré à l'éducation des filles, alors qu'au final, après ces études, quand il s'agit de les mettre en avant en tant qu'expertes, et elles sont pléthores dans plein de domaines, elles sont absentes. Et c'est bien normal, parce que quand on regarde l'étude que je mets en avant du centre Hubertine Auclair, qui certes
d'il y a quelques années. Apparemment, des changements ont Petites été évolutions. mis en place, mais on reste quand même sur des chiffres qui sont un peu accablants. C'est-à-dire que dans les manuels d'histoire, quand on regarde les biographies, en tout cas en 2011-2012, il n'y avait que 3% des biographies qui étaient des biographies de femmes. Comment voulez-vous qu'on fasse comprendre aux jeunes filles qui sont éduquées, et même aux garçons d'ailleurs, que les femmes ont toute leur place aujourd'hui dans la société de faire autant d'exploits que les hommes, si on leur enseigne une histoire où on leur apprend que les femmes n'étaient pas présentes? Il faut des Il faut modèles. des exemples. Et surtout, il faut faire Et ils existent. Il faut très juste les mettre attention en à une avant. chose, c'est ça qu'on ne met qu'une femme, on la considère comme exceptionnelle. Mm. Et du même coup, on renforce le stéréotype antiféministe plutôt que féministe. Il faut que ce soit des exemples multiples qui permettent de voir que les femmes ont toute leur place dans la société et surtout au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Donc ce ne sont pas des femmes d'exception, celles qui ont fait de l'histoire de France. Il y en a eu beaucoup. Il faut les rendre plus visibles. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Sophie Janinet. Merci Louis-Pascal Jacquemont. Et pour en savoir plus sur la place des femmes dans l'histoire, je recommande donc l'ouvrage qui s'appelle La place des femmes dans l'histoire aux éditions Belin. Également le Tumblr des Georgette Sand Invisibilisées, ou encore d'aller voir l'exposition en ce moment à l'Hôtel de Ville à Paris sur les femmes dans la résistance. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Avant de nous quitter, un mot pour vous rappeler que l'actualité des femmes dans le monde est à retrouver dans Courrier International. Notre partenaire de la presse écrite brosse cette semaine le portrait des 2 militantes de gauche qui percent en politique en Espagne. L'une qui s'est longtemps opposée aux expulsions immobilières est devenue maire de Barcelone. L'autre, juge à la retraite, va jouer un rôle important à Madrid. À retrouver donc dans Courrier International. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, YouTube et Twitter parce que Actuel, c'est aussi et surtout les réseaux sociaux. On y attend vos remarques et vos suggestions. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.